Ce livre sur le marketing est actuellement à 409 $ sur Amazon. Vous pouvez aller vérifier, c'est pas une blague. Ce livre, c'est Breakthrough Advertising de Jen Schwartz. Et selon moi, il les vaut. Pourquoi? Parce qu'il nous apprend deux notions qui sont vraiment fondamentales pour réussir en tant que freelance et dont personne ne parle dans le monde du freelancing. Ces notions-là, si on les comprend, clairement, vous allez pouvoir comprendre votre marché réellement. Donc, adopter le bon discours avec vos prospects, éviter les marchés saturés, donc pouvoir vous vendre efficacement et du coup, au final, trouver des missions plus facilement. Alors, ces deux notions, qu'est-ce que c'est? C'est premièrement la sophistication de marché avec ses 5 niveaux et l'autre notion, c'est les niveaux de conscience des prospects. Pareil avec des niveaux de 1 à 5. Dans cette vidéo, le but, c'est que je vous montre ces deux notions-là. Donc, c'est très théorique, donc je vais essayer d'illustrer le plus possible avec des exemples dans le freelancing, mais aussi avec des boîtes que vous connaissez tous, avec des exemples qui vont être, je pense, assez parlants. Et du coup, le but, c'est qu'à la fin, je vous présente un process pour comprendre comment appliquer tout ce qu'on vient de voir à votre process de vente et vous verrez que ça s'applique à chaque étape pour à la fin avoir plus de réussite. Là encore, je donnerai beaucoup d'exemples pour voir ce que vous pouvez concrètement faire comme action dès aujourd'hui après la vidéo. D'accord? Donc suivez bien tout ça. Honnêtement, cette vidéo, je pense que ce sera une des vidéos les plus importantes de ma chaîne et aussi celle qui fera peut-être le moins de stats, sûrement. Mais c'est pas grave parce que gardez en tête que ce que vous allez voir là, c'est vraiment absolument fondamental pour réussir selon moi. On passe vraiment un cran au-dessus. Là, vous allez avoir une vision qui est beaucoup plus business, beaucoup plus sérieuse. Et si vous êtes prêt pour ça, selon moi, vous allez vraiment tout déchirer. Donc, on va commencer tout de suite par la sophistication de marché. Mais juste avant, voici Eugène Schwartz, donc l'auteur du livre, avec sa très belle cravate qui m'inspire personnellement beaucoup confiance. Donc, c'est parti, on va commencer par la sophistication de marché. Bon, pour commencer, vous voyez qu'il y a 5 niveaux de sophistication à un marché. Donc on va les voir un par un et surtout à la fin je vais vous expliquer comment l'estimer parce que c'est important de savoir après comment l'appliquer à soi. Ça sert à rien de s'arrêter à la théorie. Donc on va voir les niveaux un par un et on va chaque fois voir un exemple pour illustrer ça. Je vais tester la fonctionnalité de slide là. Ok, je vais mettre un petit peut-être. Donc niveau 1, c'est le marché bâtard. C'est le marché où vous êtes le premier arrivé. Vous arrivez, vous êtes seul. C'est un marché où s'il y a réellement un besoin, c'est le jackpot. Mais attention, parce qu'il y a un corollaire, c'est que si souvent vous êtes le premier arrivé, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il n'y a pas de besoin. Donc, c'est la faillite. Le problème, c'est que ces boîtes-là qui vont sur ces marchés-là et qui réussissent, ou les freelances qui vont là-dessus et qui réussissent, ben, ils ont une réussite qui est tellement énorme qu'on a l'impression que c'est vraiment le meilleur marché où aller. Exemple, Apple, quand ils se sont lancés, ben, quand ils ont commencé à faire leur premier ordinateur, ben, évidemment, il y avait un marché en face, il y avait un besoin en face, on ne savait pas encore, mais il y avait un besoin en face, donc ça a explosé. Maintenant, Apple, ça vaut des trilliards. Pareil, IA générative, c'est un marché qui est très nouveau. Ceux qui sont arrivés sur ce marché-là, bah, ils ont pris tout le marché. On peut penser à ChatGPT qui ont fait je sais pas combien de millions d'utilisateurs en même pas 2 jours. L'idée c'est que attention à ces marchés-là parce que vous allez vous dire, effectivement, c'est là que les gens font les plus gros résultats, mais en réalité c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que beaucoup de gens se sont cassés les dents avant eux. Donc en général, c'est un marché qu'il faut absolument éviter et ne jamais intégrer. Hop, niveau 2, comment ça marche le truc? Ok, niveau 2, marché en création. Marché en création, c'est quoi? C'est un marché où vous allez avoir de la concurrence, il y a quelques personnes sur le marché, mais pas assez pour que les clients vous comparent. Donc les clients ne vont pas comparer les offres entre elles. Ce qui fait que vous pouvez réussir sans avoir forcément beaucoup de facteurs différenciants, même sans avoir de facteurs différenciants tout court. On peut penser par exemple au marché de la VR quand ça a commencé. Il y a commencé à avoir Oculus, etc., d'autres marques, mais pas forcément besoin de vraiment se différencier beaucoup pour avoir des ventes et avoir des parts de marché. Les clients n'étaient pas forcément hyper spécifiques, hyper exigeants, donc on pouvait très bien avoir un nouvel arrivant sur le marché qui se fait une place sans trop de problèmes. On peut penser par rapport au freelancing, à la cybersécurité. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, la cybersécurité, vous pouviez arriver avec juste un CV marqué ingénieur en cybersécurité et trouver un taf. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Donc, maintenant, on passe au niveau 3, qui est le marché où il faut commencer à se différencier un petit peu. Alors, du coup, ce marché, par quoi il est caractérisé? Il est caractérisé par le fait que le marché a entendu toutes les promesses. C'est-à-dire que il faut commencer à se différencier. Ça suffit plus de juste dire, ben voilà, moi je suis expert en cybersécurité, prenez-moi dans votre boîte. Ça marche plus. Maintenant, il faut commencer à apporter des arguments, commencer à avoir des choses différentes, un prix plus bas, des meilleurs arguments de vente. Donc, si on prend un exemple assez connu, on va prendre Tesla. Quand Tesla ils se sont lancés, bon, eux ils sont passés par tous les stades, hein, niveau 1, 2, 3. Ils sont arrivés sur un marché aussi où il y avait un réel besoin et personne. Après, c'est passé sur un niveau 2 où il a commencé à avoir de la concurrence. Et si on prend le niveau 3, c'est par exemple quand Tesla a commencé à mettre en avant plus seulement qu'il faisait des voitures électriques, mais des voitures électriques avec une grande autonomie ou alors avec beaucoup d'aspects technologiques ou avec aussi potentiellement beaucoup de sécurité. Donc plein d'arguments qui vont pouvoir permettre de se différencier de la concurrence. Pour l'aspect freelancing, on peut penser à tous les marchés de l'IT en général qui sont à peu près à ce niveau-là, où il faut non seulement avoir effectivement des compétences et montrer qu'on sait faire des choses, mais aussi se différencier. Pas seulement dire mais moi je suis dev full stack, mais je sais aussi faire la partie UX design, je sais aussi faire des choses plutôt liées au management. Et là on va se différencier.
Donc le niveau 3, c'est un marché qui est plutôt intéressant à intégrer pour une raison toute simple, c'est que effectivement, il faut se différencier, ça paraît être un effort supplémentaire par rapport au marché de niveau 2, mais l'avantage c'est que vous allez avoir beaucoup de data. Vous allez avoir beaucoup de concurrents qui étaient là avant vous, beaucoup de clients sur le marché, ils commencent à être très dynamiques, donc vous allez pouvoir savoir, avant même d'arriver sur le marché, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce que les clients veulent, de quoi les clients ont peur, qu'est-ce que vos concurrents font mal, quels sont leurs prix, et comme ça, vous pouvez arriver avec beaucoup plus de certitude. Alors qu'un marché de niveau 2, on n'est pas vraiment encore sûr de ce que les clients recherchent vraiment, c'est quoi la vraie plus-value, c'est quoi le vrai bénéfice, c'est quoi ce qu'il ne faut pas faire, c'est quoi les bons prix, les mauvais prix. Donc, gardez en tête qu'un marché de niveau 3, même s'il y a plus d'efforts à faire, on peut arriver et s'assurer plus, en tout cas qu'un niveau 2, de sa réussite. Ok. Niveau 4, là on est sur un marché où il va falloir commencer à apporter des preuves. Donc là, la caractérisation c'est quoi? C'est que les promesses ne suffisent plus, il va falloir un mécanisme. Alors un mécanisme, qu'est-ce que c'est? On peut qualifier ça comme la façon de travailler, une méthodologie, la méthode pour y arriver, l'approche pour y arriver. Par exemple, si on prend l'exemple de L'Oréal ou des cosmétiques en général, c'est un marché qui est très sophistiqué. On peut plus se limiter à juste dire la crème hydratante. Maintenant, c'est la crème anti-âge qui marche parce que il y a une molécule particulière qui agit sur les pores de la peau. Donc vous voyez que ils vont à l'extrême vouloir justifier, montrer leur mécanisme, montrer que eux, c'est pas seulement une promesse, mais c'est une justification qui va avec et une logique qui va avec, des preuves qui vont avec. Donc ça, c'est un marché qui devient très sophistiqué. Là, vous voyez qu'il y a une barrière à l'entrée qui est beaucoup plus haute parce qu'il faudra des preuves de crédibilité. Et c'est un marché, je pense, qui correspond au marché du front-end. Dans le front-end, il y a beaucoup de gens qui savent faire du front-end, il y a beaucoup de gens qui se différencient, etc. Mais ça suffit plus. Maintenant, peut-être qu'il faut aller un cran au-dessus et croiser ça avec des preuves tangibles, donc que ce soit peut-être beaucoup de clients précédents, que ce soit une grande expertise précise sur un domaine, potentiellement une approche différente, comme une étude comportementale pour faire de l'UX design, j'en sais rien, mais vraiment trouver un mécanisme qui fait qu'on se différencie. Et là, compliqué d'arriver de zéro sur un marché de niveau 4 si on apprend juste le React, par exemple. Donc, marché de niveau 4, à éviter, même si là aussi, il y aura beaucoup de data à analyser, on pourra comprendre ce que les clients recherchent. La barrière à l'entrée pour répondre à ces critères-là va être très haute. Parce que si vos concurrents ont tous 10 clients et 10 témoignages clients, vous ne pouvez pas arriver du jour au lendemain avec 10 témoignages clients. Vous voyez un peu l'idée. Marché de niveau 5, océan rouge. Là, clairement, c'est le marché à éviter. On parle beaucoup de ça souvent. C'est le fameux marché saturé. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter et sur YouTube aussi, vous savez que j'aime bien rigoler de ceux qui parlent de marché saturé à tort et à travers dans le monde du freelancing. Les mecs sur LinkedIn, ils sont tous là, dès qu'il y a un peu de difficulté, oh le marché est saturé. Pas du tout, le marché il est de niveau 3, peut-être niveau 4, grand max pour différentes niches, mais pas du tout saturé. Un marché saturé, c'est quoi? C'est un marché où c'est impossible de rentrer. C'est impossible de rentrer. C'est un marché où tous ceux qui y sont et qui ont survécu, c'est des mastodontes. On peut penser par exemple à Apple actuellement. Donc l'Apple d'aujourd'hui, sur le marché, si on prend l'exemple du marché des smartphones, c'est un océan rouge. Vous ne pouvez pas arriver et créer un nouveau smartphone et avoir des parts de marché conséquentes. C'est impossible. C'est impossible, sauf si vous arrivez à, comme je l'ai mis ici, à ressusciter les promesses avec un angle différent. Ou alors, ou ça peut aussi être avec, en revenant aux besoins profonds des prospects. J'oublie un S. Ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire très souvent se spécialiser. Donc, en gros, ça veut dire se nicher encore plus. Un marché comme le marché des smartphones, vous ne pouvez pas arriver sur le même marché qu'Apple, avec vraiment le même positionnement, smartphone un peu luxueux, voilà, très bonne caméra, très bons écrans, etc. Gros branding, parce que Apple ont 20 ans d'avance. 20 ans d'avance et des trillions d'avance par rapport à vous. Donc, ce que vous pouvez faire dans ce marché-là, c'est trouver un angle très précis et être le meilleur là-dedans. Un exemple que j'ai vu récemment, je n'ai pas mis le logo parce qu'il n'y a pas, je pas trouvé de marque qui font ça précisément, mais il y a beaucoup de marques qui commencent à faire des smartphones avec des écrans, vous savez, e-ink, des écrans e-ink, comme les liseuses, comme les Kindle. Et ça, c'est pareil, c'est revenir un peu aux besoins profonds des prospects qui sont potentiellement d'avoir un outil qu'on peut utiliser pour la productivité, pour lire, pour aussi l'utiliser le soir. Et du coup, avec un angle différent qui est là, ben, vous allez avoir des yeux qui ne seront pas abîmés, vous pourrez travailler la nuit voilà, vous pouvez travailler dehors aussi potentiellement, il n'y aura pas les reflets, il n'y aura pas le problème des écrans LCD. Donc c'est la seule option que vous allez avoir en réalité, c'est de faire ça. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? En faisant ça, on revient à un marché de niveau 1. On revient à un marché où on prend beaucoup de risques parce qu'on fait un pari sur un besoin qu'on n'a pas encore vérifié. Et si ça marche, ben, c'est bien, vous avez réussi à vous faire une place et vous pourrez peut-être concurrencer Apple dans 10 ans, mais souvent ça ne marchera pas. Donc marché de niveau 5, océan rouge, à éviter absolument. J'ai pas vraiment d'exemple dans le marché de la tech en termes de freelancing. Pour moi, il n'y a aucun marché où on y est réellement. Si vous pensez qu'on y est, mettez-moi vos arguments, mais je pense pas qu'on y soit pour aucun marché. Pour moi, même le marché du React ou du front-end, qui est un des marchés avec le plus de concurrence, est pas encore à ce niveau-là. React, on peut très bien se faire une place.
Il y a plein de gens que j'accompagne qui sont très très jeunes, qui n'ont même pas de diplôme ou qui sont alternants, qui trouvent des missions. Pour moi, c'est pas un truc de niveau 5. Un marché de niveau 5, on peut jamais arriver comme ça en étant étudiant et trouver des clients. C'est impossible. Donc, pour la tech, il n'y a aucun marché saturé. Tous ceux qui vont dire marché saturé, c'est des gens qui n'ont pas lu le livre, voilà, de toute évidence, et qui aiment bien se trouver des excuses pour justifier leur échec. Voilà. Donc, parenthèse fermée sur ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc là, vous avez vu un peu les idées. Je vous laisse faire pause pour repenser à tout ça, repenser aux cosmétiques, penser à Apple quand ils se sont lancés, trouver un peu des exemples, tout ça. Mais vous voyez qu'il y a quand même une logique, il y a quand même un chemin qui se trace. On commence, on prend beaucoup de risques. On est sur un marché qui est très nouveau. On ne sait pas encore vraiment s'il y a un besoin, donc on tente. On va peut-être se casser la gueule, mais on ne sait pas. Marché de niveau 2, il commence à y avoir des gens sur le marché. J'ai mis cybersécurité il y a quelques années. On peut penser peut-être à l'IA générative maintenant. IA générative maintenant, il commence à y avoir un peu de concurrence. Il commence à y avoir peut-être un besoin qui se définit, qui n'est pas encore assez clair. Mais en tout cas, pas besoin de beaucoup se différencier pour avoir des missions. Il suffit de dire, ben moi je sais faire un peu d'IA générative, ça peut suffire à trouver des missions. Et après, on va avoir des marchés où il faut commencer peut-être à justifier, faire vraiment de la vente, mais dire, voilà, nous on est meilleur parce qu'on est moins cher, on fait ça en plus, ça on le fait mieux on le fait mieux que les concurrents, etc. Et après, niveau 4, on va commencer dans la cour des grands, où il faudra vraiment, vraiment justifier ce qu'on fait, avec des vraies preuves, beaucoup de crédibilité, beaucoup de barrières à l'entrée, pour arriver finalement à un niveau 5, où là, ben, là c'est terminé. Là, c'est vraiment que les boss qui réussissent, qui sont déjà là depuis avant. Mais en tout cas, c'est un marché où vous ne pourrez pas rentrer à ce niveau. C'est impossible. C'est un marché que vous avez déjà intégré avant. Vous êtes devenu une des figures de proue de ce marché. Et maintenant, vous êtes dans le top de ce marché-là. On peut penser peut-être au SEO, je ne sais pas, à des marchés qui sont vraiment très très connus, voilà, où il y a vraiment quelques personnes qui arrivent à faire des missions, le reste galère. Et encore SEO, je pense, c'est un mauvais exemple. Mais vous voyez l'idée. Alors, comment, du coup, estimer ce niveau par rapport à votre marché? Pour moi, il y a 6 questions à se poser. Et donc, on verra après Boulanger versus Apple, vous allez voir pourquoi j'ai mis ça. Donc, pour estimer le niveau, vous pouvez déjà commencer par vous poser la question quelles sont les solutions qui sont existantes? Quels sont les gens qui font ce que je fais? Est-ce qu'il y a des gens qui font ce que je fais en IA générative? Est-ce qu'il y a des gens qui sont freelance aussi en cybersécurité? Oui ou non? Et après, vous allez pouvoir trouver la réponse aux questions suivantes. Donc, est-ce que vos prospects connaissent bien le sujet, par exemple? Est-ce que vos prospects ont un vocabulaire avancé, un vocabulaire technique? Est-ce qu'ils comprennent ce que vous leur dites? Est-ce qu'ils sont encore en train de s'éduquer sur le sujet? Ça, c'est pareil. Moins ils sont éduqués sur le sujet, plus le marché est peu sophistiqué, et plus ils parlent avec un langage qui est avancé, qui est technique, plus ils démontrent de la connaissance, plus le marché est sophistiqué. Donc en gros, les clients deviennent plus exigeants, quoi. Pareil par rapport à l'innovation, si vous voyez que vos concurrents font beaucoup de travail pour innover, pour avoir des nouvelles approches différentes, éventuellement avoir de nouvelles preuves, là clairement on rentre dans un marché de niveau 4, comme je l'ai vu tout à l'heure. On est sur un marché où il faut avoir vraiment un mécanisme, avoir des vraies preuves. Donc si vos concurrents commencent vraiment à innover, à faire un truc qui est vraiment jamais vu avant, mixer le développement web avec la psychologie des utilisateurs, on voit qu'on est sur un marché qui va commencer à être très sophistiqué, si tout le monde fait ça. Si c'est pas le cas, si personne n'innove et qu'on se limite juste à dire, ben voilà, moi je suis freelance en React, c'est que le marché n'est pas très sophistiqué. Par rapport aux offres marketing, c'est pareil, essayez de vous mettre à la place de vos prospects. Est-ce que vos prospects rencontrent très souvent des offres similaires à vous? J'ai mis offre marketing, mais c'est pour être très large en réalité. Est-ce qu'ils voient beaucoup des CV comme le vôtre? Est-ce que d'un point de vue des posts LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui font du contenu sur votre niche? À quel point ces offres-là sont comment dire, agressives? Ou est-ce que c'est un marché où il n'y a plutôt pas beaucoup de saturation marketing, pas de saturation d'offres? Auquel cas le marché sera peu sophistiqué. Pareil, par rapport aux services et au prix, vous pouvez analyser vos concurrents, vous essayer de voir si les services sont vraiment spécialisés, adaptés aux clients, avec un prix qui va être du coup cohérent avec ça, qui peut être du coup très élevé et vraiment au cas par cas, ou à l'inverse, si c'est des services qui sont plutôt packagés, avec vraiment, je vous fais un site web, clé en main, avec un prix défini à l'avance, auquel cas c'est un marché qui va être peu sophistiqué. Donc gardez en tête que plus on va se spécialiser, plus les clients vont vouloir avoir un truc custom, plus on est sur un marché sophistiqué. Donc voilà un peu les questions que vous pouvez vous poser pour essayer d'estimer le niveau de sophistication. Vous ne pourrez pas le savoir à 100% et les numéros sont là à titre indicatif. C'est un spectre, mais comprenez simplement que si le marché est de niveau 1 ou de niveau 5, votre approche ne sera pas du tout la même. En tout cas, si vous avez la mauvaise approche, dans tous les cas, c'est mort. Donc là, je vous ai mis boulanger versus Apple pour que vous ayez un peu une idée. Par rapport à la tech, je ne dis pas que les boulangers sont pas sophistiqués, mais par rapport à la tech, on peut considérer que les boulangers vont être globalement très peu sophistiqués et Apple au sommet absolu de la sophistication. Donc par exemple, les boulangers, on peut leur faire un package avec un site web clé en main, avec un prix packagé déjà prédéfini à l'avance. On sait qu'ils n'ont pas beaucoup vu d'offres similaires à nous avant. Ils ne sont pas harcelés par des techos tous les jours par LinkedIn ou quoi, j'en sais rien. La concurrence n'a pas forcément innové pour des sites pour boulangers. Et par rapport au niveau de connaissance, c'est des boulangers, ils ne savent pas trop comment ça marche React Native ou l'hébergement sur un VPS. Donc ça veut dire que le marché est très peu sophistiqué si on prend le principe des boulangers qui veulent créer un site web. Par contre, Apple, c'est l'exact opposé. Apple, on est sur un niveau où
Ils ont une connaissance qui est sûrement au top de ce qui peut se faire en connaissance dans le web, dans le métier de l'IT en général. Niveau des offres, je pense qu'ils reçoivent des CV à peu près 1000 par jour. Pareil pour les offres marketing d'agences qui font des sites web. Par rapport aux services qui devaient être externalisés, c'est pareil, ça va être des trucs qui sont extrêmement spécifiques, avec des prix qui vont aller très 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 haut. Donc, on est sur un marché qui est extrêmement sophistiqué. Si vous voulez rentrer chez Apple en tant que consultant ou être une agence qui va faire des solutions en visant des boîtes comme Apple, là vous vous rendez compte que ça va être très compliqué. Donc voilà un peu l'idée pour la sophistication de marché. J'espère que c'était assez clair. Donc je vous laisserai réécouter, revoir ça et trouver des exemples par rapport à tout ça, ou même aller voir le livre. Vous pouvez lire le livre ou voir des blogs qui en parlent, où il y a plein d'exemples de boîtes qui ont, à différents stades de leur croissance, été au niveau 1, 2, 3, 4, 5. Vous verrez qu'en fait c'est assez flagrant quand on comprend ces niveaux-là. Maintenant, on va passer au niveau de conscience. Donc les niveaux de conscience, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez voir qu'il y a 5 niveaux. Il n'y a pas besoin d'aller vraiment dans chaque détail à chaque fois. Vous allez voir que c'est ultra parlant. Donc le niveau 1 de conscience des prospects, c'est aussi ce qu'on appelle awareness. Pour ceux qui font un peu de marketing ou qui ont bossé un peu dans des boîtes qui font du e-commerce ou quoi, c'est vraiment ça, c'est l'awareness. Donc le niveau 1, ça va être un prospect qui n'est pas conscient de son problème. En gros, c'est un prospect, vous allez lui parler et il ne sait même pas qu'il a un problème pour commencer. Donc ces prospects-là, il faut vraiment absolument les éviter. C'est des prospects où vous allez perdre du temps. C'est des prospects où tout ce qu'il y a à faire, c'est éduquer. Vous ne pourrez pas leur vendre des solutions ou quoi parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont un problème. Et Dieu sait que convaincre quelqu'un qu'il a un problème, ça prend beaucoup de temps, c'est très dur. Donc ceux qui l'ont déjà fait savent, ceux qui ne l'ont pas fait, évitez ces prospects-là. Si vous voyez que ces gens-là que vous contactez pour une mission en régie, une mission forfait, ne sont même pas conscients qu'ils ont un problème et qui vont vous dire comment ça, un site web, mon site il va très bien, il n'y a pas de problème, j'ai autant de clients que je veux et tout. Ne perdez pas de temps, redirigez-les vers des contenus à vous si vous avez fait du contenu organique ou quoi, ou vers des guides, etc. Mais ne perdez pas votre temps, essayez de les convaincre, de les forcer. Parce que vous allez voir que dans tous les cas, vos prospects devront passer par tous les niveaux. Ils devront passer du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5. Donc au niveau 1, le travail il est maximal, ça ne sert à rien de le faire, sauf si vous avez une stratégie plutôt comme ce que moi je pourrais faire avec du contenu organique. Et comme vous faites de l'organique, vous parlez avec beaucoup de gens en même temps. Et donc là, le temps il est beaucoup plus logique. Là, vous pouvez passer par exemple du temps à créer un post LinkedIn. Et vu que ce post va être lu par peut-être 1000 personnes, là, ce travail d'éducation, il est rentable parce que vous le faites pour 1000 personnes à la fois. Mais en one-to-one, absolument à bannir. Niveau 2 de conscience, ça va être un prospect qui va être conscient de son problème. Il a passé le step de se dire, ok, j'ai un problème, j'en suis conscient. Par contre, attention, il n'est pas encore conscient qu'il y a des solutions pour ça. Pour lui, peut-être qu'il va être encore un peu en mode fataliste. On peut imaginer peut-être un prospect qui va avoir des très gros frais de cloud AWS. Il va naître conscient, il va se dire, ok, je pense que je paye trop cher par rapport à ce que je pourrais payer. Par contre, pour lui, il ne sait pas qu'il y a une solution. Il ne se dit pas qu'il pourrait faire mieux. Il se dit, c'est le cloud. On m'a dit que le cloud, c'était le moins cher. Donc forcément, si je paye 10 000 euros par mois, c'est forcément qu'il n'y a pas de solution. Enfin, c'est le moins cher possible, quoi. Et là, vous allez pouvoir l'éduquer, encore une fois, pour lui faire comprendre qu'il y a des solutions. Donc il y a moins de travail d'éducation, mais il y a quand même beaucoup d'éducation. Donc c'est pas idéal. Encore une fois, si c'est en one-to-one, je ne vous conseillerais pas de voir ces prospects-là, on va dire, dans le visu, et plutôt voir des gens qui sont à des niveaux supérieurs. Ce que je n'ai pas peut-être précisé, c'est important, c'est que les niveaux de conscience, contrairement à la sophistication de marché, vous avez la main dessus. La sophistication de marché, vous pouvez rien y faire. C'est comme ça. Le marché, les niveaux 2, 3, 4, 5, c'est comme ça. C'est la vérité du marché, c'est tout. Par contre, les niveaux de conscience, c'est vous qui choisissez. Dans un marché défini, vous allez avoir plein de prospects, vous allez avoir un pool de prospects, et il y en aura au niveau 1, il y en aura au niveau 2, au niveau 3, 4, 5. Donc, comprenez que vous pouvez choisir à qui vous parlez. Et c'est vraiment ça qui fera qu'on va pouvoir s'en servir après. C'est qu'on veut éviter des gens à des niveaux précis pour être le plus efficace possible. Et du coup, niveau 1 et 2, c'est pas idéal. C'est bien quand vous faites de l'organique et vous faites des contenus, on va dire mass market, vidéo YouTube, je sais pas quoi, des posts Twitter, des posts LinkedIn, où vous parlez à beaucoup de gens en même temps. Parce que là, l'éducation, elle se fait multiplier par le nombre de votre audience. Mais en one-to-one, c'est absolument à bannir. Niveau 3, du coup, le niveau supérieur, c'est quoi? C'est un prospect qui va être conscient du problème et conscient des solutions. Là, ça commence à être intéressant parce que le prospect a fait l'effort de se renseigner, il sait qu'il peut trouver une solution. Si on prend l'exemple de l'infra, on peut se dire, ok, le gars a un serveur sur AWS, il paye 10 000 euros par mois, il a vu qu'il y avait des freelances qui étaient experts en AWS en réduction des coûts. Il se dit, ah ok, donc il y a une solution, il y a des gens qui savent faire ça. Peut-être qu'il a vu aussi un SaaS qui sert à optimiser les frais de cloud. Donc là, il commence à être beaucoup plus conscient et il sera beaucoup plus à l'écoute d'arguments de vente. Et on n'a pas forcément besoin de l'éduquer au sens propre du terme, mais on pourra juste l'éduquer par rapport à nous. Donc en fait, se vendre, parce que vendre, c'est éduquer en réalité. Donc ce niveau-là, ça commence à être intéressant. Moi, en général, je vous le dis, quand vous faites de la régie, dans tous les cas, en régie avec des ESN, des grands comptes, ça commence au niveau 3. Enfin, c'est par définition, hein, quand une ESN vous fait un appel, une offre de mission ou quoi, c'est que le client derrière a eu un problème, qu'il en est conscient, qu'il a vu qu'il y avait des solutions et qu'il en cherche. Donc, on est déjà au niveau 3. Par contre, pour les missions au forfait, c'est aussi ce qui fait que le forfait ou alors les missions en direct, en régie, c'est pour ça que c'est plus dur d'en trouver parce que vous n'avez pas forcément de garantie que
client que vous allez avoir en face est à un niveau supérieur au niveau 3. Donc, l'avantage des ESN, j'en parlais beaucoup, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais les ESN, elles font ce travail à votre place. Elles vont trouver des gens qui sont au niveau 1 ou niveau 2 et les faire passer, et faire passer du coup au niveau supérieur. Donc, c'est pour ça qu'en régie avec des grands comptes, c'est beaucoup plus simple. On arrive avec des gens qui sont déjà à l'écoute, qui sont déjà là pour écouter notre pitch de vente et pas juste qu'on les éduque. Donc comprenez ça aussi si vous faites de la régie à côté, du forfait à côté ou de la régie en direct, que quand vous allez voir des gens comme ça à froid sur LinkedIn, potentiellement ils seront au niveau 1, au niveau 2, et vous ne pourrez pas vous vendre comme vous vous vendez avec une ESN. Et c'est souvent l'erreur que les gens font. Il faut comprendre que ça n'a rien à voir. Le niveau de conscience des prospects n'est pas le même. Il faut avoir une approche qui est vraiment différente. Donc niveau 3, ça devient intéressant. Par contre, on n'y est pas encore. Il faut arriver au niveau 4. Niveau 4, le prospect va commencer à être conscient de votre solution à vous. En fait, il va commencer à savoir que vous existez. Et c'est pour ça que moi, je préconise à beaucoup de gens, et d'ailleurs aussi à ceux que j'accompagne, de vraiment se montrer au plus de gens possible. Alors des gens pertinents, de préférence, mais il faut que vous ayez le plus de gens possible qui soient au niveau 4, qui se disent, ok, j'ai un problème, je suis conscient qu'il y a des solutions, et je sais que la solution de Mickaël, elle existe. Et là, déjà, vous avez une très 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 bonne base. S'ils ont un besoin et que c'est cohérent avec vous, vous allez passer au next step. Sinon, au moins, ils sauront que vous existez, et ça pourra être un moyen de plus tard revenir vers eux quand ils auront d'autres besoins, si vous pouvez y répondre. Mais déjà, il faut comprendre que il faut que les gens sachent que vous existiez. S'ils ne savent pas que vous existez, vous n'allez rien faire. Donc, pour ceux qui font de la prospection avec un volume de un message par semaine, vous comprenez que vous n'allez pas aller très loin. Donc, voilà pourquoi c'est aussi important de faire beaucoup de prospection, du contenu organique pour vraiment diffuser la bonne parole à beaucoup de gens et vraiment mettre du volume dans votre travail. Et le niveau 5, du coup, la suite logique, c'est quasiment l'achat, hein, même si ce n'est l'achat direct, c'est que le prospect est persuadé que votre solution c'est la meilleure. Donc il sait que vous existez, il a un problème, il en est conscient, et là, il est convaincu que vous êtes le meilleur. Il a vu votre CV, il a vu votre pitch, il se dit, bon ben voilà, Mickaël, vu ce qu'il me raconte, vu son CV, c'est lui dont j'ai besoin. Donc là, à ce niveau-là, soit il a déjà acheté, soit le prospect est vraiment à rien d'acheter, donc c'est là que peut-être que vous pouvez lui donner une petite impulsion avec un peu de rareté, un peu d'urgence, peut-être une petite baisse de prix pour vraiment le pousser à l'action. Mais en général, quand vous êtes au niveau 5, le travail est fait. Donc très important de comprendre ça. Il y a vraiment une barrière entre le niveau 1, 2 et le niveau 3, 4, 5 dans votre approche de prospection, d'acquisition, même de vente. Donc comprenez-le, c'est hyper important. Vous allez soit devoir éduquer, soit devoir vendre. Mais je vous déconseille d'éduquer les gens. Sauf si vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme moi une stratégie qui a aussi un canal organique, un canal LinkedIn où vous allez pouvoir parler à beaucoup de gens en même temps et où là, ce sera plutôt rentable. Même si vous pouvez aussi faire du contenu LinkedIn qui va montrer aux gens votre solution. Et là, ce sera encore plus efficace. Donc, niveau 1 et 2, c'est à bannir. Si vous faites du contenu organique, ça peut se justifier et encore, mais vraiment viser des prospects qui sont déjà conscients qu'ils ont un problème et qui sont conscients qu'il y a des solutions, parce que là, vous allez avoir beaucoup moins de travail à faire. Certes, peut-être que vous serez comparé à vos concurrents, mais dans tous les cas, ça sera forcément le cas, puisque comme je vous l'ai dit, les prospects passeront forcément à tous les niveaux avant d'arriver à l'achat. Vous ne pourrez pas passer du niveau 1 au niveau 5. Il passera forcément, même si c'est rapidement, au niveau 2, 3, 4, 5. Donc, voilà pour les niveaux de conscience. Là aussi, notion qui est ultra importante. J'espère que vous l'aurez saisi avec cette courte introduction au sujet. Mais vraiment, si vous arrivez à comprendre ça et l'appliquer à votre prospection, vous allez déjà voir la différence. Donc maintenant, quelles questions se poser pour appliquer tout ça? On a vu des notions un peu théoriques, j'ai montré un peu des exemples, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Parce que c'est bien beau, mais j'ai pas envie de m'arrêter là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se poser des questions par rapport à nos prospects. Première question, ça va être, du coup, par rapport à ce que j'ai analysé sur le marché, j'ai vu le niveau de sophistication, je me suis posé les questions comme Mickaël m'a dit et tout, j'ai bien fait mes devoirs. Maintenant, je vais me poser la question, de quoi mes prospects ont-ils réellement besoin? Attention, regardez ce qu'il y a juste après. La question qui est après, c'est de quoi pensent-ils avoir besoin? Et c'est une différence qui est fondamentale. Vous, en tant qu'expert, en tant que technicien, en tant que consultant, vous saurez, avec votre œil d'expert, du coup, savoir de quoi le client a réellement besoin. Attention à ne pas vouloir rentrer dans le piège de vouloir l'éduquer sur un problème dont il n'est pas conscient. C'est là que les gens font beaucoup d'erreurs, c'est qu'ils vont vouloir montrer un peu leur expertise, etc. Voilà. Ce qui est logique, hein. En réalité, peut-être qu'ils veulent vraiment aider le client et se dire, vu que le client a ce besoin-là, il faut que je lui explique qu'il a ce besoin-là et pas l'autre dont il pense avoir besoin. Grosse erreur de débutant. Alors, attention aussi, hein, quand on parle de ça, très souvent les deux sont très liés. Si jamais c'est vraiment très loin, je ne vais pas vous dire de vous vendre sur un truc dont le client n'a pas besoin. Mais en général, partez du principe qu'il faut que vous ayez un axe de vente qui soit très corrélé à ce dont le client pense avoir besoin et pas ce dont il a réellement besoin. Donnez aux gens ce qu'ils veulent. C'est simple, donnez aux gens ce qu'ils veulent et vous aurez du succès. On pourrait résumer tout à ça en réalité, hein, dans freelancing, créer un business, donnez aux clients ce qu'ils veulent. Ne donnez pas ce dont ils pensent avoir besoin. Ok? Donc, ça paraît peut-être un peu agressif ce que je vais vous dire en termes de marketing, ça fait peut-être un petit peu trop américain, mais sans rentrer trop dans l'extrême, hein, je ne vous dis pas de donner aux gens un truc qui n'a rien à voir avec ce dont ils ont réellement besoin, mais sachez faire la différence. Dans le marché de la tech, les clients sont quand même assez éduqués.
Donc c'est pas très loin en général entre ceux dont ils ont réellement besoin et ceux dont ils pensent avoir besoin. Mais faites la distinction. Comprenez que s'ils font une offre d'emploi où ils pensent avoir besoin d'un développeur web et qu'en fait il leur faut un développeur full stack qui sait tout faire et qui sait aussi faire un peu de data, commencez par leur parler de data. Eux ils savent pas qu'ils ont besoin de ça. Commencez par leur parler de votre compétence web, montrez-leur que vous comprenez leurs besoins et après quand vous serez en mission vous pourrez travailler sur ça. Ok. Mais dans la partie de vente, la phase de vente, ce qui est tout l'objet de la vidéo, on veut aller s'attaquer à ce dont les prospects pensent avoir besoin. Et vraiment c'est extrêmement lié au niveau de sophistication. Les clients ont entendu des promesses différentes. Eux, ils ont un vrai besoin fondamental. Il faut que vous le compreniez et que vous attaquez à ça et pas à ce dont ils ont réellement besoin. Si vous pensez du coup créer un marché où c'est comment on y revient, hein, on revient au marché de niveau 1. Si vous pensez avoir trouvé un truc dont les clients ont réellement besoin, peut-être que c'est vrai, hein, mais eux, ils s'en rendent pas compte, vous allez rien faire. Il y a beaucoup de marchés, peut-être qu'il y a des exemples que vous avez en tête, où les entreprises ont été extrêmement avant-gardistes parce qu'il y avait vraiment un vrai besoin qui était là, mais on s'en rendait pas compte. On s'en rendait pas compte, donc la boîte fait faillite. Par contre, 10 ans après, quand les clients du marché se sont dit, en fait, j'ai besoin de ça pour de vrai, et là, ils vont se dire, ben, j'ai besoin de ça. Donc là, le marché va commencer à être mature et commencer à gagner en sophistication. Mais si vous voulez arriver en mode avant-gardiste, à vouloir vendre un truc que les clients ne pensent pas avoir besoin, c'est mort. C'est mort. Suivez ce que le marché veut et vous aurez du succès. On peut se limiter à ça vraiment. Prenez toutes mes vidéos, retenez cette phrase-là, donnez aux gens ce qu'ils veulent. C'est tout. Donc, aparté fini par rapport à ça. Autre question, de quoi ont-ils peur? C'est quoi les peurs, c'est quoi les risques associés à votre service? Est-ce que y a potentiellement des risques financiers par rapport à ça? Et aussi par rapport à ça, du coup, vous pourrez ajuster votre discours, votre service et anticiper les objections avant qu'elles n'arrivent pour que votre discours puisse, par exemple, Tesla, quand ils ont fait leur campagne marketing, enfin leur marketing orienté pour un peu contrer les objections des gens avant même qu'elles arrivent. Donc c'est un peu ça qui fait qu'on peut être avant-gardiste et que ça soit logique, c'est en gros comprendre les peurs des prospects et s'y attaquer en ayant des avantages concurrentiels qui taclent ça. Pareil, à quoi ont-ils été confrontés dans le passé? Donc à la fois, par exemple, est-ce qu'il y a eu des candidats avant vous qui ont été rejetés? Si oui, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été rejetés? Et pareil, s'il y a eu des prestataires avant vous, des agences, des freelances avant vous, quel a été leur service proposé? Qu'est-ce qui a été bien fait? Qu'est-ce qui a été mal fait? Si vous savez ça, encore une fois, vous saurez vous situer par rapport à ça, vous saurez qu'il y a besoin de beaucoup se différencier ou pas, vous saurez s'il y a besoin des preuves avancées par rapport à ce que le client a déjà vu avant vous, et du coup, vous saurez ajuster votre message de prospection, votre message de trame de vente en accord avec ça. Donc tout ça, vous devez vous poser des questions. Il y a 4 questions simples. Répondez-y vraiment sérieusement. Essayez vraiment de creuser ça vraiment sérieusement et notez dans un peu importe, un bloc-notes, peu importe. Gardez dans une trace parce que ça va vous servir pour beaucoup de phases de vente. Ok. Donc là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. En termes d'application de tout ça. Donc là, vous voyez qu'il y a 4 phases de vente: découverte, intérêt, conversion, fidélisation. Votre but, c'est de comprendre qu'à chaque étape, il va falloir que vous ajustiez votre support, votre message, votre trame pour que ça soit cohérent justement avec ce qu'on vient de voir. Pour la phase de découverte, ça va être du coup plutôt un support CV, profil LinkedIn. C'est là où on vous découvre, on ne sait pas que vous existez. Si on revient au niveau de conscience, je fais beaucoup de deviens, mais comme ça sera plus clair. Quand vous êtes encore au niveau 3, vous voulez passer au niveau 4. Donc comment on fait? On se montre. On montre qu'on existe, il nous faut un support. Le support, c'est quoi? CV, profil LinkedIn. Donc là, important de bien prendre en compte que dans votre CV, il faut que les mots employés soient cohérents par rapport à ce que le client recherche. Mettez des mots-clés que votre client veut. S'il pense qu'il lui faut un expert sur Python, vous savez faire du Python, mettez le mot-clé Python. Mettez pas oui, non, moi c'est plutôt Django, c'est plutôt Flask. Non, mettez Python. S'il veut Python, il mettez Python. Et s'il veut Django, mettez Django aussi. Si c'est le cas, hein, allez pas vous inventer un CV. Mais mettez en avant les mots-clés que vos clients veulent voir. Pareil, pour les profils LinkedIn, c'est la même idée. Hein. Bon, c'est des profils LinkedIn, c'est pareil, mais prenez en compte vraiment le niveau d'éducation de vos prospects, les prospects qu'ils ont déjà vus avant, les concurrents qu'ils ont vus avant, à quoi ils ont été confrontés, de quoi ont-ils peur, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour les rassurer. Peut-être qu'ils veulent quelqu'un qui est aussi très bon en communication, donc mettez des preuves de votre compétence en communication et vous allez commencer à faire la différence par rapport à ça. On verra pour le CV aussi d'autres exemples juste après. Pour la phase d'intérêt, donc là, la phase où vous allez commencer peut-être à intérer une discussion, comment dire, à lancer une discussion avec le prospect ou créer du contenu, vous allez essayer de le convaincre. Donc là, ça va être tout ce qui est prospection, contenu LinkedIn. C'est pareil, même réflexion à avoir. Quand vous prospectez un client, c'est quoi le bénéfice pour lui? Qu'est-ce qu'il a comme intérêt à vous répondre? C'est quoi le bénéfice final? Vous, attaquez-vous à ça et faites-lui comprendre que vous comprenez ce bénéfice-là qu'il a à gagner à vous parler pour que vous ayez une relation de partenariat et pas d'un mec qui veut vendre un truc à tout prix, quoi. Donc, prospection, pareil pour le contenu LinkedIn. Soit vous devez éduquer les prospects parce que c'est un marché où les gens sont très peu sophistiqués, où il y a très peu de connaissances du marché, ou à l'inverse, si c'est un marché qui est très sophistiqué et les prospects sont en général assez conscients des solutions de vos concurrents, vous allez pouvoir du coup avoir un sujet, des postes qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus techniques, avec beaucoup plus de preuves,
Mais ça, vraiment, c'est important. J'en parle souvent quand je parle de LinkedIn. Il y a beaucoup de techniques, de techos qui vont faire des posts extrêmement techniques dans un marché qui n'est pas sophistiqué. Dans le marché de l'IA, il y a beaucoup de gens qui veulent prouver qu'ils sont bons en IA et mettre des posts avec des équations, des trucs très techniques et tout. C'est pas, ça sert à rien, c'est pas intéressant. Enfin, ça dépend, mais c'est souvent pas intéressant parce que vos prospects ont un niveau de conscience qui est assez bas. Alors, il faut les éduquer sur un sujet qui est cohérent avec leur niveau de connaissance. Eux, déjà, il faut leur faire comprendre qu'il y a un problème. Ça sert à rien de leur expliquer comment ça marche le fine-tuning. Déjà, il faut leur montrer qu'il y a un problème par rapport à l'IA dans leur business. Et après, vous pourrez faire des contenus plus techniques si le marché se sophistique. Mais souvent, c'est pas intéressant. Si le marché n'est pas sophistiqué, vous pouvez vous limiter à juste de dire voilà, moi, j'ai des clients qui ont des problèmes d'IA, voilà comment je réponds à leurs problématiques. On peut s'arrêter là, ça suffit. Donc attention à ça, à pas être trop technique, c'est un problème qu'on voit très souvent. Beaucoup de techniciens veulent faire des posts très techniques, ce qui est normal. Gardez en tête que vos prospects sont à un niveau de conscience qui peut varier entre 1 à 5, mais surtout que vous avez aussi un marché qui peut être plus ou moins sophistiqué. Et ça sert à rien de vouloir mettre des preuves de fou et des arguments très techniques ou quoi dans un marché qui est en création. Ça sert à rien. Vous allez même plutôt perdre des clients. Parce qu'un client qui voit un truc trop compliqué, quand il a un besoin simple, il va se dire quoi? Il va se dire on veut me vendre un truc dont j'ai pas besoin. Donc encore une fois, de quoi les clients pensent avoir besoin. On peut vraiment résumer qu'à ça, hein. Je pourrais vraiment arrêter la vidéo là. De quoi les clients pensent avoir besoin. Donc voilà pour la phase d'intérêt. Phase de conversion, vous avez compris l'idée, je pense. Voilà. Phase de conversion, trame de vente, négociation, c'est pareil. Quand vous vous présentez à un client, comme pour le CV, mettez en avant les expériences qui sont pertinentes par rapport à ce dont lui pense avoir besoin, d'après ce que vous a expliqué sur son besoin, d'après la fiche de poste, d'après vos discussions, si vous avez discuté avant pour une mission au forfait, peu importe. Et pareil pour la négociation, prenez en compte aussi le fait que votre prospect a potentiellement déjà vu des gens avant vous, que le tarif, du coup, peut-être qu'il le connaît, peut-être qu'aussi il sait voilà, ce que vous avez comme point négatif par rapport à vos concurrents. Donc ça va vraiment impacter votre négociation. Si le client est très éduqué sur un marché très sophistiqué, il faudra peut-être avoir une approche qui est très cartésienne, très rationnelle, avec des spécifications, avec des arguments logiques, de voilà, on va faire ceci, vous allez gagner tant d'argent. À l'inverse, sur un marché qui va être peu sophistiqué, peut-être que vous pourrez vous limiter à avoir des arguments plutôt émotionnels, plutôt avec de l'urgence, avec de la rareté, et essayer de se faire projeter le client avec le travail qu'il fera avec vous, montrer les bénéfices qu'il va avoir, sans forcément avoir besoin de vraiment justifier chaque élément de l'offre à 100%, quoi. Donc voilà un peu la façon dont vous pouvez ajuster. Et pour finir, point aussi très souvent sous-côté, j'en parlais dans la vidéo d'une heure qui a beaucoup plu d'ailleurs, hein, donc je vous remercie pour les retours au passage. Là, vous pourrez surdélivrer et vraiment avoir ce rôle que vous avez envie d'avoir depuis le début, qui vous démange, qui est de s'attaquer aux problèmes dont le prospect a réellement besoin. Souvent dans la tech, les gens ont vraiment ce syndrome de vouloir faire du bon travail, hein, ce qui est très bien, franchement c'est top. Mais du coup, c'est que maintenant qu'il faut s'attaquer. Une fois que vous êtes chez le client, vous faites ce que vous demande de faire, vous faites A c'est ce qu'il pense avoir besoin, et ajoutez en surdélivrant B. B c'est ce dont il a réellement besoin. Et ça, comme ça fait quoi? Ça fait que le prospect va gagner confiance en vous. Il va se dire, ben là, j'ai affaire à quelqu'un qui répond à mon besoin déjà, et en plus qui a cet œil critique d'expert qui me montre les points de lacune que j'avais. Là, vu que vous avez déjà fait ce travail de vente, vous pouvez éduquer, prendre du temps à éduquer des prospects. Là, vous avez un intérêt à le faire parce que là, du coup, c'est même plus un prospect, c'est un client. Parce qu'une fois que c'est un client, il vous fera beaucoup plus confiance, il sera beaucoup plus à l'écoute. Il va pas être borné, se dire non, arrête d'essayer de dire que j'ai un problème, j'ai pas de problème. Non, là, il vous écoutera. Il vous écoutera. Donc, profitez-en pour justement, par rapport à cette nouvelle problématique-là que vous avez identifiée, donc le réel besoin, passer les étapes de 1 à 5, c'est pareil. Et là, on arrive à quoi? On arrive à un statut où vous allez pouvoir avoir potentiellement une autre mission qui va s'enclencher après, un TGM qui augmente, une relation de confiance, un bon réseau. Mais vraiment, pas avant. Commencez pas à faire de l'éducation, essayer de montrer qu'il y a un problème, avant de s'attaquer au problème principal qui est celui dont le prospect, ce que le prospect pense avoir. Donc vraiment important aussi, une fois que vous êtes en mission, ne vous arrêtez pas, c'est là que le travail commence, il faut fidéliser le prospect. Donc là, en termes d'exemple, ce que vous pouvez avoir comme action à mettre en place tout de suite, ça va être quoi? On peut imaginer là, pour ceux qui voient la vidéo, vous êtes dans le marché de la tech, j'imagine dans l'IT, potentiellement dans des postes en CDI, dans des marchés un peu sophistiqués. Et pour ceux qui font du forfait, peut-être aussi, ça sera valable pour vous. Le marché, on va dire dans l'IT, il est relativement sophistiqué. Moi, j'estime à peu près à 3, si on prend la moyenne pour à peu près tous les marchés, data, DevOps, peu importe. On va dire 3. Il y en a qui sont un peu moins matures, d'autres qui sont un peu plus matures, mais à peu près 3. Donc, il faut se différencier. Ce qui fait qu'en général, sur votre CV, il faut que vous travaillez par exemple votre titre. Et votre titre, il ne faut pas que ça soit par exemple juste développeur full stack, mais plutôt développeur React Node.js. Alors, exemple peut-être à la con, parce que le marché du front, peut-être qu'il faut aller encore plus loin là-dedans et être encore plus précis. Mais en tous les cas, vous pouvez être sûr que si vous mettez juste ça, c'est mort. À part si vous voulez vendre à des boulangers, et là c'est même le problème inverse, c'est que pour eux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi full stack? De quoi tu me parles? Moi je fais du pain. Tu me parles de développement full stack. Donc
comprenez vraiment que par rapport à votre marché, les mots sont importants. Vraiment, ça peut jouer à ça. J'ai des histoires, vous ne me croirez pas, mais j'ai des gens vraiment que j'accompagnais. On a juste changé le titre de leur CV, ils ont eu des missions. Alors que 3 mois avant, 3 mois avant, ils n'avaient pas de mission. Donc vraiment, ça peut jouer qu'à ça. Hyper important de vraiment prendre les bons mots et d'être à un niveau de précision cohérent par rapport à votre marché. Donc, autre exemple, data engineer Python Airflow, plutôt c'est mieux parce qu'on est spécifique, etc. Autre exemple aussi par rapport au CV, un marché sophistiqué, on l'a vu, il va falloir avoir peut-être plus une approche de différenciation avec un mécanisme, avec des preuves, avec beaucoup de crédibilité. Auquel cas, dans votre CV, il faudra avoir des références de clients. Et plus seulement dire, ben voilà, je sais faire du Python. Non. Je veux que tu me dises que tu fais du Python, mais aussi que tu me justifies pourquoi. Pourquoi je devrais te croire. Pourquoi ça marche. Ben, je fais du Python et regardez, j'ai des références qui peuvent attester de ma compétence. Et là, on arrive sur un niveau de sophistication qui est plus élevé, mais du coup, vous avez de quoi survivre. Il y a des marchés où vous ne pouvez pas rentrer sans ça. Il y a des marchés où vous ne pourrez pas trouver des clients sans des références. C'est comme ça. D'autres marchés pour lesquels c'est plutôt un bonus. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est plutôt un bonus parce qu'il y a tellement peu de gens qui le font, tellement peu de gens qui mettent ça en avant dans le marché de la régie, on va dire IT en général, que c'est vraiment plutôt un bonus. Ça devient la norme, mais c'est plutôt encore un bonus. Dans des marchés au forfait, c'est quasiment obligatoire. Il y a des marchés où vous ne pouvez pas aller voir un client sans avoir eu des clients avant pour leur montrer des références et des témoignages. Donc comprenez vraiment ça, c'est hyper important pour votre CV. Donc moi je vous conseille évidemment dès maintenant de mettre des références, hein, clairement. Peu importe le marché, faites-le. Vous avez tout à y gagner et vous avez sûrement des très belles références à mettre. Donc profitez-en, c'est hyper important. Pour la partie acquisition, prospection, post LinkedIn, etc. Mettre une virgule là. Hop. Là c'est pareil, bon, on en a vu un peu l'idée, je pense que vous avez compris, mais commencez à avoir une approche qui soit cohérente par rapport aux besoins de vos clients. Si vous êtes sur un marché sophistiqué, n'allez pas commencer à dire ou faire un post ou une approche de prospection du style comment créer un site web, comment je peux vous aider à créer un site web. Allez plutôt avec une approche du style comment je peux vous aider à onboarder 30% de clients en plus grâce à une UX optimisée. Donc là, vous voyez, on a un mécanisme, on a un bénéfice qui est spécifique, donc qui va montrer peut-être une différenciation par rapport à des concurrents qui vont peut-être se limiter à 20% ou à 10%. Voilà, j'ai un exemple à la con, mais vous voyez l'idée. Donc vraiment, pareil par rapport au post LinkedIn, commencez à adapter vos angles de poste par rapport à ce que votre marché a déjà vu avant vous, à quoi il va vous comparer et à ce que lui pense avoir besoin. Et pareil, par rapport au vocabulaire employé, j'ai un exemple là qui est assez que j'ai eu récemment avec un élève de l'accompagnement. Par exemple, vous allez arriver dans des marchés où il faut que vous ayez un vocabulaire qui soit vraiment précis. On peut plus se limiter à juste dire cybersécurité. Peut-être qu'il va falloir vraiment être très niché et parler de gouvernance, d'ISO 27001, de LPM. Donc là encore, attention au vocabulaire. On peut plus se limiter dans des marchés à juste dire le mot-clé large qui est cybersécurité. Il va falloir peut-être se préciser en gouvernance, se préciser en LPM. Donc ces notions-là, c'est pour vous ayez un exemple. Si vous êtes reconnu là-dedans, vraiment, commencez dès maintenant à mettre en avant des mots-clés précis dans votre CV, pareil, des références, etc. Et dans toute acquisition, commencez à adopter une approche, une posture qui va être cohérente par rapport à ce que vous avez identifié. Encore une fois, on y revient, aux besoins dont les prospects, que les prospects pensent avoir et de quoi ils ont peur aussi. Donc vraiment hyper important. Pour finir par rapport à ça, si vous voulez être accompagné par rapport à ça, je vais vous en parler rapidement. J'accompagne des gens du coup qui sont soit freelance, soit en CD qui veulent passer freelance, à mettre en place des process basés sur une approche vraiment analytique. Donc avec beaucoup d'analyse de marché pour comprendre du coup comment aborder les clients, comment bien se vendre, comment avoir un très beau CV, comment se former sur ce qui nous manque. Et du coup, vous avez des exemples ici de gens que j'ai accompagnés, comme Gilles qui a eu une mission récemment à 550 euros par jour. Vous avez Souleymane ici qui bosse pour Le Monde. Victor ici, je n'ai pas son nom, mais Victor qui travaille à 450 euros par jour, etc. Donc si vous voulez voir comment je peux vous aider pour ça, vous pourrez avoir un appel avec moi. Donc l'appel, il est évidemment, comme je le dis souvent, il est gratuit, il vous engagera en rien. Le but, c'est que je vous présente moi ma vision des choses, qu'on voit comment ça peut matcher avec ce que vous faites déjà. Et si c'est cohérent avec votre approche et que vous êtes motivé, je verrai comment je peux vous accompagner. Sinon, vous aurez au moins votre roadmap, vous pourrez travailler de votre côté, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, si vous voulez avoir une approche qui est plutôt carrée, qui marche bien, qui vraiment est vérifiée, même si on vous dit que le marché est saturé, vous pourrez réserver l'appel. Donc je vous donne rendez-vous en description ou en commentaire épinglé si vous voulez prendre l'appel avec moi. Et du coup, pour les autres, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous allez mettre ça en place là directement après la vidéo ou au plus vite parce que vraiment c'est hyper important. Allez creuser le sujet, vraiment c'est des notions qui sont fondamentales. Personne n'en parle parce que peut-être que c'est un petit peu avancé. C'est plutôt du marketing, on n'est pas dans le freelancing. Et comme vous le savez, j'en parle beaucoup, mais le freelancing c'est un peu un marché qui est pas amateur mais un peu freestyle. Il y a peu de gens qui vont avoir une approche qui est très business, ils vont plutôt être dans une approche vraiment à tâtons. On va vraiment essayer des choses, tester, prendre une plateforme comme Malte, etc. Et pas vraiment se poser et avoir un vrai process. Donc si vous voulez avoir un vrai process, pensez à des notions de marketing, pensez à des notions de vente, comprenez votre marché concrètement et je suis sûr que vous allez avoir des résultats. Vraiment, si vous comprenez ce qu'il y a dans la vidéo, franchement, vous avez de quoi faire largement pour trouver des missions.
Donc, la vidéo était un petit peu plus longue que prévu, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent se faire accompagner ou qui veulent juste en savoir plus pour voir comment je pourrais les aider, vous avez un appel en description. Prenez-le, vous verrez, ça engage en rien. Je vais vous expliquer ma vision et on confrontera avec ce que vous avez peut-être déjà mis en place pour voir si ce que vous faites c'est peut-être bien, pas bien. Et on verra si on peut bosser ensemble ou pas. Donc, je vous remercie pour votre attention, vous êtes encore là et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.